Bonjour chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, j'interviewe à nouveau un auteur, une auteure d'ailleurs, mais c'est assez particulier parce que j'ai interrogé ici beaucoup d'auteurs de romans. Et là, je reçois pour un livre qui est pas un roman, une auteure assez originale. Et d'ailleurs, c'est un peu en rapport avec mes deux dernières vidéos que j'ai fait sur l'histoire. Une vidéo sur, d'ailleurs, une vidéo qui est sur l'histoire et le cinéma, qui parle du livre d'Excalibur. On verra pourquoi. Du film Excalibur, ma première vidéo qui parle de cinéma, qui a été faite il y a un mois ou deux, et vous pouvez la voir. Et également, ça a un peu de rapport avec la vidéo sur le parcours historique que je fais. Mm. Les Rois Maudits, ce parcours que je fais, vous pouvez venir vous inscrire au parcours si vous voulez encore. D'ailleurs, j'en serais content, un parcours parisien sur les Rois Maudits. Et là, ça parle un peu de la guerre de Cent Ans aussi. Mais ce n'est pas tout à fait la même période que les Rois Maudits. Eh bien, on va voir tout ça un peu plus tard avec notre invité. Et donc, pourquoi est-ce que ça a un rapport avec le film Excalibur? Excalibur, c'est toute l'épopée arthurienne. Et quand je vais vous dire le nom de notre invité, notre cher invité, vous allez comprendre. Et donc, vous allez comprendre, vous allez voir. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne, Anaïs Lancelot. Vous allez bien? Oui, bonjour, très bien, je vais bien, oui, merci. Et vous? Oui, ça va, ça va. Je suis toujours très content de faire une nouvelle vidéo originale et de vous accueillir. Et donc, vous vous appelez donc Lancelot et vous avez écrit un livre sur le Moyen Âge d'ailleurs. C'est pour ce livre votre premier livre que je vous reçois, L'exercice du pouvoir dans le nord du duché d'Aquitaine au XIIe siècle. Ah ouais, vous le montrez très bien aussi. Mm. Je l'ai aussi, oui. Et vous appelez Lancelot et vous écrivez un livre pareil. Donc, Lancelot, d'après ce que j'ai lu un peu en me renseignant pour la vidéo, c'est pas un pseudonyme, c'est votre vrai nom, c'est Oui, ça? Et oui, oui, c'est ça, ça. et ça a dû vous suivre un peu. Et est-ce que c'est un peu Ah pour oui, ça? Peut-être vous ne savez pas que vous êtes passionné du Moyen Âge ou vous pensez que si vous étiez appelé autrement, vous aurez le virus de l'histoire du monde médiéval vous aurait pris aussi. bah, déjà, j'ai toujours aimé l'histoire et notamment le Moyen Âge. Et c'est vrai que depuis petite, je m'interrogeais avant de comprendre mon nom de famille, parce que quand on est vraiment un petit enfant, on n'a pas conscience forcément de toutes les choses. Et je savais que mon nom, ça m'intriguait déjà. Donc après, en grandissant, bah, j'ai appris le cycle arthurien, donc là, bah, j'ai fait le rapprochement entre les deux. Donc oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire de l'histoire mon métier, quoi. Pas la seule raison, mais c'est une très bonne raison pour, quoi. Ça en fait partie. Ouais, ouais, Euh, c'est une matière bon, il y a assez quand même influé, quoi. vraiment intéressante, l'histoire, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, on parle des rois. Ce livre parle, entre autres, justement, c'est pour ça que je parle un peu avec les rois maudits. Ça parle du XIIe siècle. Et les rois maudits, on parle un peu l'origine de la guerre de Cent Ans avec Aliénor, la fameuse Oui, ça Aliénor, de toute découle de là, oui. façon. Mais la guerre de Cent Ans, et d'ailleurs, même les rois maudits qui sont, c'est plutôt vers le XIVe siècle, et c'est là que commence la guerre de Cent Ans. Mais vous Oui, aviez entendu parler d'ailleurs de cette épopée des rois maudits, comme vous oui, interprétez oui, ça. oui, oui, j'avais déjà aussi étudié à la fac, donc, oui, oui, ça m'est pas inconnu. Et justement, les prémices de la guerre de Cent Ans commencent dès le XIIe siècle, avec Aliénor d'Aquitaine, le roi de France Louis VII, et puis Henri de Plantagenet, le roi d'Angleterre, qui sont ses deux maris successifs. Donc, en fait, ça vient d'un conflit conjugal et politique, cette guerre de Cent Ans, quoi. C'est vraiment là le tout début, le noyau, quoi. Oui, tout à fait. Jusqu'au D'ailleurs, XIVe siècle, ça va faire comme une cocotte minute, quoi. Il y aura plein de péripéties qui vont remplir le vase jusqu'à ce qu'il déborde et éclate la guerre de Cent Ans au XIVe. oui, tout à fait. Ben d'ailleurs, les rois maudits en plus, moi-même, c'est vrai que je connaissais assez peu, même si c'est un peu plus ma génération.
Mais je connaissais pas tant que ça et j'avais vu justement, moi, que j'ai pas été aussi loin que vous, je me suis arrêté en licence, mais c'est vrai que j'ai connu aussi, on en parle beaucoup, même j'avais une chargée de TD qui en parlait après ça, qui en parlait un peu, mais je me souviens comment j'ai eu l'idée de me lancer dans les parcours historiques comme ça, c'est-à-dire que j'avais cette balade, ce parcours des rois maudits que je lance dans Paris, c'est-à-dire que j'avais les étudiants en licence d'histoire qui lisaient ce roman et j'aurais demandé c'est bien. Ils m'ont dit oui, c'est super, c'est très bien. Ils étaient à côté de moi, ils lisaient pendant un TD. Alors je me suis dit bon, on va voir. Et puis bon, en découvrant ça, j'ai eu l'idée de lancer un parcours que vous pouvez découvrir. Si vous allez voilà, sur Billet Réduc, vous avez billetreduc.com. Là, vous trouverez le parcours des rois maudits. Mon nom, Michael Naon. Très bien, Hmm, très bien. je Voilà, on regarderai. est au XIIIe siècle avec les Templiers, la- 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 le- l'embrouille entre les rois de France et les rois d'Angleterre vont continuer de plus belle. Vous le verrez dans ce parcours et on va en arriver à cette guerre de Cent Ans, mais ça commence bien avec Aliénor d'Aquitaine. Voilà, mais vous nous parlez d'Aliénor d'Aquitaine, mais pas seulement. Aliénor, c'est une partie du livre et on découvre un personnage qui a été très peu étudié jusque-là. C'était le père d'Aliénor d'ailleurs, Hmm, Guillaume X. oui, Son père Guillaume X s'appelait sur Guillaume. Toulouse. J'en avais peu entendu parler d'ailleurs. Son Hmm. père s'appelait Guillaume aussi déjà. Oui, bah, comme la plupart des ducs d'Aquitaine, la plupart c'est Guillaume, donc d'où le nom de la dynastie les Guilhelmides, il vient de Guillaume. La plupart s'appellent Guillaume, voilà. Oh là Donc là, père d'Aliénor. je sais pas s'ils sont aussi affectés, mais l'image tremblote, hein. Je sais pas si ce sera dans les Ah oui, romans. je vois, je sais pas pourquoi. Mais c'est votre image que vous voyez trembler? Oui, ah ça y est là. Ça, je Ah, pense que c'est de l'écran qui devait. c'est c'est bon, Guillaume X, oui, qui avait été. Et c'est un personnage assez intéressant. Euh, il a un peu des. Est-ce que c'est des faiblesses vraiment assez indéfinissables? Il a des rapports assez intrigants, assez différents, une influence. Il est assez. Avec tous ses vassaux, avec tout son entourage de son comté. Vraiment un personnage assez passionnant, assez intrigant. Il a l'air d'avoir plusieurs facettes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, parce que déjà, il y a eu très peu d'études de fait sur lui, et la seule étude qui est un peu plus complète que les autres, elle date du début du XXe siècle. Et à cette époque-là, on romançait beaucoup, c'était plus du roman que de la recherche historique. Et l'auteur, donc c'est Alfred Richard, on a fait vraiment un duc très influençable, colérique. Enfin, il a exagéré ses traits de caractère. Donc oui, en réalité, il était bien influençable par sa femme Aénor de Châtellerault et par l'évêque d'Angoulême, Gérard de Blaye, qui lui visait l'archiépiscopat de Bordeaux. Et, euh, et donc oui, aussi, Guillaume était quand même, il s'emportait assez facilement dès que quelque chose de contrarié. Donc c'était quand même un personnage facilement manipulable par les émotions. Et c'est comme ça aussi d'ailleurs qu'il y a eu une des plus grosses crises religieuses du XIIe siècle, donc le schisme d'Anaclée, un pape qui voulait prendre la place d'un autre pape. Et donc voilà, donc il est très influençable et on a aussi fait de Guillaume X un faible, enfin, on dit de lui, parce que par exemple, à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée, le co-seigneur de Talmont avait pris en otage les compagnons de Guillaume X et Guillaume X, plutôt que de batailler avec les armes ce seigneur Félon, il a préféré payer la rançon qu'exigeait ce seigneur Félon pour sauver ses compagnons et leur sauver la vie en même temps. Sauf qu'à l'époque, les ducs, la plupart devaient montrer l'image saute. Ouais, l'image saute. Ah, Ouais, ça, je c'est sais pas, pas c'est pourquoi. Ça doit venir du réseau, je c'est pense. pas, c'est pas Et super agréable, non. mais bon, Et c'est du pas coup, grave. donc Guillaume X, lui, a payé la rançon plutôt que de prendre les armes. Et à l'époque, justement, les seigneurs
C'était ceux qui détenaient l'art militaire, le pouvoir militaire, et se devaient de toujours aller batailler et jamais céder aux seigneurs révoltés en payant une rançon, quoi. C'est pour ça qu'on a qualifié Guillaume X de faible, alors qu'en réalité, il n'était pas faible, c'était plutôt une politique de générosité, parce que c'était une politique d'humanité envers ses compagnons pour leur sauver la vie et non pas juste aller prendre les armes comme ça, et puis au final, qu'il y ait beaucoup de morts, quoi. Et Ouais, après, payer pour sauver la vie des autres. c'est vrai que Oui, entre son autorité la en a été gentillesse, la affaiblie. générosité et la Ah, faiblesse, la frontière est faible et les gens, surtout à cette époque qui était assez basée sur l'utilisation des armes, ouais, c'est vrai qu'une mauvaise réputation était vite faite. Ouais, c'est un personnage assez ambigu qui va mourir d'ailleurs, pas de la dysenterie, non, c'est ça, il va, on n'est pas sûr, mais on suppose que ce soit la dysenterie, mais le doute pleine. Parce qu'il est mort quelques mois après être revenu de la campagne de Normandie en 1936 et la plupart de son armée a été décimée par la dysenterie. Et ouais. Guillaume X meurt quelques mois après en 1937, donc on suppose que ça pourrait être aussi la dysenterie. C'était un mal courant lors des grands voyages. Mais bon, s'il l'attrape en 136, en courant de l'été, ça fait quand même taire beaucoup de temps d'incubation de la dysenterie jusqu'en 137 quand même. Donc, où il l'aurait attrapé encore durant son pèlerinage. C'est En pas tout, possible, je suppose, mais rien ne le prouve, quoi. ouais. En tout cas, c'est un livre très intéressant, très bien écrit, et on retrouve, bon, c'est pas tout à fait un roman, mais c'est quand même, c'est très accessible, et si vous aimez l'histoire, vous vous régalerez. Et donc, on parle de ce personnage assez complexe, et ben, c'est intéressant justement parce qu'un personnage peu étudié Hum, et complexe. Et la deuxième partie, c'est justement cette fameuse Aliénor d'Aquitaine, où il y a deux parties, Guillaume X et sa fille Aliénor. Aliénor qui est si importante dans l'histoire et que donc là le duché d'Aquitaine va vraiment rentrer dans la grande histoire avec ce personnage. Et à la mort de son père, donc c'est Aliénor qui hérite. Et là, il y a ce qui est assez profond, ce qui est assez romanesque, c'est un peu l'histoire d'amour qu'un va avoir avec le roi de France d'ailleurs à l'époque. oui. Il n'est pas encore tout à fait roi. Enfin, officiellement, il a déjà été intronisé du vivant de son père, Louis VI, pour éviter les problèmes de succession lorsque Louis VI décédera. Mais Louis VII sera pleinement roi quelques jours après le mariage, en fait. Ouais, bon, de toute façon, j'entendais, c'est son couple, je parlais, bah, pendant son couple, elle se mariera avant qu'il devienne roi, mais Hum, elle sera la femme du roi oui. le roi de France, donc ça va durer presque tout le mariage, à part peut-être les quelques premiers jours. Et donc, c'est cette histoire d'amour avec le roi de France il l'aimait vraiment, lui, et bon, le bruit, c'est pas, non, c'est un peu D'emmener bizarre, sa j'hésite là. femme en croisade d'ailleurs, alors que jusqu'à maintenant, les femmes étaient interdites d'aller en croisade en Terre Sainte. Ah oui, je me souviens de ça. Et il est J'ai lu juste, il y a oui, peut-être il l'avait emmené parce que- qu'il était trop jaloux, donc il a ouais. peur que d'autres lui piquent la place pendant son absence. Donc il l'a traîné de force en Terre Sainte, alors que la reine, au départ, bon bah, elle était plutôt contente parce qu'elle aimait les voyages, mais après le périple s'est dégradé, donc elle voulait rester en Terre Sainte auprès de son oncle Raymond de Poitiers, qui était le prince d'Antioche. Donc, Ouais. et Louis VII, au contraire, insistait pour qu'elle la suive pendant tout le périple, continuer jusqu'à Jérusalem. Donc, de là est né euh, le gros problème qui fait que le couple a divorcé en rentrant à Paris, quoi. Mais justement, là, le divorce était autorisé au Moyen Âge. J'ai un peu de mal avec les histoires du Non, mari. Non. en fait, à cette époque-là, le divorce était encore interdit. Mais les répudiations, elles, étaient courantes, quoi. Mais pourquoi ils avaient prévu le divorce? Et même, ils avaient prévu qu'en cas de divorce, un garderait tout, un garderait le comté d'Aquitaine et Oui, il y aurait pas de problème. parce Mais ils avaient que prévu le divorce alors que le divorce était interdit. Mais ça, c'était parce que... c'est une séparation, en fait. C'est pas un vrai divorce. Que pour divorcer, Ah, un ok. mariage nul et non avenu,
comme là, pour cause de consanguinité, quoi. Donc, le pape annule le mariage parce qu'en fait, il n'était pas viable du tout. Donc, c'est comme s'il n'était jamais survenu. C'est là la petite subtilité entre divorce et séparation. Donc, nous, on parle de divorce. Et puis d'ailleurs, c'est le cas, mais officiellement, les mots précis pour l'époque, c'est séparation et le roi qui renvoie sa femme. Ah ouais, ben c'est ça. Est considéré comme nul. J'ai vu ça pour la cour, les rois maudits, la tour de Nesle. Je sais pas si vous le Oui, c'est savez la aussi. même chose, Ouais, oui. ouais, Mm. pour, il y en a une, la reine étranglée. Elle a eu, Oui, je crois qu'officiellement c'était un accident, mais bon, officieusement, on sait officiellement, tous. mais Ouais, mais bon. Et elle est, et la deuxième qui est devenue folle, il y avait eu une nullité pour mm. mariage parce que consanguinité, pareil. Oui, Le voilà. pape, Alors il disait, ouais, ben voilà, c'est ça. au Le pape, départ, quand il le disait, mariage s'est conclu, tout le monde était au courant de ces faits-là. Et puis, évidemment, ça ne dérangeait pas au départ. C'est qu'une fois qu'il y a des problèmes, que là, des excuses pour casser le mariage. on a toujours eu des puissants qui se débrouillent bien, qui sont au-dessus des lois du commun des C'est ça. mortels, Parce à que travers d'ailleurs, toute Louis VII, l'histoire. Ouais, allez-y. s'est remarié plusieurs fois après Aliénor. Et à chaque fois, ça a été cousine aussi, comme pour Aliénor. Donc, on voit bien que ça servait juste de prétexte pour annuler le mariage avec Aliénor. Ouais, en tout cas, ben ouais, c'est vraiment passionnant. C'est une belle histoire d'amour, comme souvent. Aliénor, on remarque, on dirait qu'au début, elle a fait des efforts quand même. Elle Oui. n'était pas tout à fait indifférente à son mari. Et puis Mm. après, peu à peu, de toute façon, c'est un peu moqué. Non, oui, elle avait, mais ça fait quelques semaines quand même. Elle avait un amant, mais enfin non, il croyait que c'était son amant, mais c'était pas son amant. Il y a eu des histoires comme Voilà. ça. C'est Et les ça, rumeurs fausses qui couraient. il y a une fausse rumeur et ça a dû l'énerver encore plus. Et à un moment, on en a eu Bah vraiment oui. marre. Ben ouais, il était trop jaloux aussi. Il était trop dans la passion alors qu'elle, elle faisait des efforts. Mais bon, ben, et voilà, il y aura des histoires d'amour, des personnages complexes. C'est un beau livre qui est accessible, qui fait bon. Bon, qui se lit vite, il fait pas 200 pages, donc oui, il fait 146 pages. C'est bien documenté. Ah oui, mais vous avez aussi, oui, voilà la question aussi. C'est assez original parce que c'est votre master 1, c'est votre travail de master 1 que vous avez C'est mis sous ça. forme de livre. Alors, pourquoi cette démarche? C'est un peu bizarre, c'est un peu intéressant. Et vous l'avez fait publier et ça a quand même un assez beau succès. Mm. Comment vous est venue l'idée et Parce comment que ça? justement, faire de la recherche, moi, j'en fais mon métier et le but, c'est de rendre l'histoire accessible à tout le monde et non pas juste des historiens qui les gardent pour eux, entre eux. Surtout pour des recherches qui sont rendus publiques, donc c'est pas juste des recherches personnelles. Donc, le mieux pour diffuser des recherches, c'est les publier. Et après, de la même façon que les docteurs publient leurs thèses de doctorat, alors pourquoi les masters qui font aussi de la recherche n'auraient pas le droit de publier leurs travaux? Il y a des décennies, ça se faisait à l'époque, c'était courant que des masters publiaient, Ben ouais, mais de c'était l'époque une bonne idée, moderne, initiative. Ah et ouais. ça tombe dans des études, donc moi j'ai voulu le faire. Et justement, l'autre aspect, c'est que généralement les docteurs réécrivent leur thèse pour enlever tout l'aspect méthodologique qui sert à évaluer leur travail en vue d'obtenir le diplôme. Et moi, contrairement, l'éditeur a voulu au contraire valoriser encore plus les travaux de master, qui peuvent tout aussi être de bonne qualité que des docteurs ou même des chercheurs post-étudiants, en gardant l'aspect méthodologique du travail, de la réflexion qui mène aux résultats de la recherche historique publiée dans le livre. Donc on l'a vraiment gardé sous forme de mémoire tel quel moi je l'ai soutenu en vue de mon diplôme. Donc voilà pourquoi c'est resté sous cette forme-là et pour le rendre aussi accessible au plus grand nombre et désacraliser un peu l'histoire, parce que c'est vrai que pour le grand public, là souvent, ah là là, c'est compliqué, c'est trop complexe, alors que non, pas forcément, il suffit juste de le rendre à la portée de tout le monde et de l'écrire le plus simplement possible. Donc voilà, voilà pourquoi. Et donc là, je commence d'abord par publier mes travaux de mémoire de master, ce qui est logique. D'abord, les Ouais, travaux ouais, ouais. d'apparition, quoi. Puis, donc là, j'ai un deuxième livre qui va sortir cette année, normalement.
sur le mémoire de Master 2 qui sera la suite du premier, sur la famille maternelle d'Aliénor d'Aquitaine, que sont les vicomtes de Châtellerault. Ah ouais, c'est Et, sympa. et ensuite, bon, les travaux que j'ai menés post-études. Là. Voilà. Et, mais alors, oui, mais pour des étudiants, ça va peut-être être dur de trouver beaucoup d'étudiants de master, trouver un éditeur. Vous, ça va vous a pas posé trop de problèmes? C'est encore plus compliqué, oui, de Ouais, publier quand on est étudiant, c'est sûr, oui. Donc justement, c'est que ça prouve encore plus que c'est un travail de bonne qualité et ouais, que tout ouais, c'est pas n'importe qui qu'il est faut plus le faire valeur. parce qu'il faut que Voilà, ça si c'est intéresse un éditeur, oui, déjà c'est trouver ça. un éditeur tout court, c'est trop compliqué. Alors pour des travaux en histoire, en plus de master, quand on n'a pas la thèse, souvent on est refusé, alors que pourtant c'est des bons travaux. Bon, après, ça dépend qui en master, Ouais, comment. c'est ça. Ouais. Et, mais Et ouais, donc moi j'ai trouvé assez facilement, j'ai pas eu besoin de trop chercher. Mais c'est vrai que tous les éditeurs n'acceptent pas, ne font pas une catégorie pour des travaux comme ça. ouais, ouais, c'est ça qui est. Mais bon, comme vous êtes en C'est plus dans le dommage. milieu, vous êtes archiviste en plus, donc ça a dû Oui, compter pour ça. historien archiviste, oui. Ouais, donc ça, voilà, vous êtes encore dans le milieu de l'histoire et tout, ça a Hum, dû, hum. c'est des travaux de bonne qualité. Sinon, ben d'autres où vous aurez, si vous n'aviez pas trouvé, vous auriez pu essayer l'auto-édition, ça, c'était faisable aussi, mais pour un Comme travail comme beaucoup ça, font, c'est mais pas. après on n'a pas la reconnaissance Ouais, c'est ça, d'avoir été choisi par un éditeur, notamment dans le cursus académique ou professionnellement. Bien sûr, c'est toujours mieux que rien, mais reconnu par nos pairs, quoi. ouais, bah, là, c'est vraiment Ceux qui publient en félicitations. auto-édition ne sont pas reconnus par les professeurs d'université, par Ouais, exemple. ouais, Alors c'est que pas. ça peut être d'aussi bien. Ça peut être de bonne qualité, mais il y a Hum, toujours, oui, de toute façon, l'auto-édition ou même les livres là, là, c'est aussi un petit éditeur quand même, il faut le dire, c'est pas super connu. Alors, ouais, dès il y a de toute façon, c'est ça, le milieu éditorial, il y a quatre cinq maisons d'édition qui sont en librairie et tout, c'est toujours les mêmes c'est livres et ça. tout. Et il Après, y il en y en a a plein plein à d'autres qui côté, existent. Hum. mais il faut les trouver ailleurs. Il y en a plein qui sont, ben, la plupart de ce que je fais, c'est que sur Amazon, et ça se trouve pas en Hum. librairie. Et c'est une Oui, galère. surtout maintenant, c'est impression à la demande. Souvent, donc, il faut connaître le livre pour ensuite aller le commander ou le trouver sur Internet. Et c'est pas forcément mis en rayon, quoi. Ouais, ouais. Quand c'est pas en rayon, c'est déjà Il plus y a dur de tellement de trouver. livres qui sortent de nos jours qu'on peut pas tout mettre dans les rayons. C'est pas possible. Ouais, ce qui est étonnant, bon oui, justement, il y a peu de gens qui lisent. On nous dit de plus en plus que les jeunes lisent de moins en moins, que les gens lisent de moins en moins, que tout le monde est sur Internet, que la culture se casse la gueule, mais qu'on voit tous les livres qui sortent et tout le monde veut écrire Hum. un livre. C'est un paradoxe, des fois, Oui, je trouve c'est aussi. hallucinant, je trouve. Des fois, on est dans ce monde, on comprend pas trop où on est, mais bon, Hum. voilà. C'est comme Après, il faut ça. faire le tri dans tout ce qui est publié aussi. Oui, tout à fait. Mais bon, Maintenant, c'est vrai qu'il y a de tout et il on y a de tout, fait mais n'importe bon, quoi maintenant. il y a des auteurs qui sont hyper mis en valeur, qui seront bah, vraiment pas terribles, qui Hum. marquent un peu, qui sont assez moyens, ou c'est vraiment C'est du vrai. pré-mâché. Il y en a des trucs qui sont peu connus et c'est des bonnes idées, qui Hum. sont juste auto-édités, qui n'ont même pas tellement de succès, beaucoup moins de succès. Bon, C'est vrai, ça qui est dommage. Pour ça, ouais, moi, j'ai une maison d'édition qui est quand même parisienne avec une envergure de diffusion en dehors de la France même. Mais parce qu'elle correspondait au livre que je voulais et que pour d'autres maisons d'édition qui m'intéressaient, bon, sans le doctorat, je l'ai pas encore. Donc, ça ferme les portes automatiquement, même si on fait des bons travaux. ah ouais, vous n'avez pas encore votre doctorat. Ah, ben, Non, pas encore, non, parce que pour le marché de l'emploi, c'est plus compliqué ensuite d'avoir des débouchés. Donc, il faut d'abord un travail et après faire une thèse, et à l'inverse. Et c'est vrai que de toute manière, bon, maintenant que je publie, que je sais que je fais des bons travaux, donc pourquoi passer aussi un autre diplôme qui ne ferait que donner un bout de papier aux compétences que j'ai déjà, en fait. moi, de toute façon, là, en ayant publié ça, en plus vous êtes invité et tout, vous êtes connu, quoi qu'il arrive, bravo, Mm. vous en Ah, êtes merci, bien sorti. Voilà, félicitations. c'est gentil. C'est vrai que oui, ça m'aide maintenant de plus en plus pour trouver du travail. On me sollicite aussi pour des recherches ou faire signer des introductions de livres ou autre. Donc oui, tout ça, c'est bien. Donc.
Et Et c'est donc, vrai qu'il faut aussi valoriser les petites maisons d'édition, c'est comme ça qu'elles se développent. Donc, tout le monde a un intérêt à avoir, quoi, pas que les grandes. Et après, quand je travaillais sur un autre poste précédemment, un gros éditeur pour les historiens, justement, donc là, c'est vraiment des bouquins souvent imbuvables à lire pour le grand public, m'avait proposé de publier chez eux, mais quand il a su que j'avais pas la thèse, ah bah là, ça l'intéressait plus, alors qu'il avait pourtant lu mes travaux avant, mais tout ça parce que j'avais pas encore le titre de docteur, quoi. ouais, Juste ouais, ouais. C'est comme alors ça. que la La qualité France, est là quand même. C'est une histoire d'image en fait. ouais, ben, mais la France, c'est un pays qui est très porté sur les diplômes aussi. Les Ouais. mentalités, elles sont Et on pas. regarde pas ce qu'il y a derrière parce que pareil, il y a des doctorants qui ont eu leur diplôme de doctorat et pourtant ils seront moins compétents que d'autres qui n'ont pas eu ce diplôme-là. Donc c'est ça qui est paradoxal, quoi. Ouais, ouais, de toute façon, normalement, les capacités, les compétences ne s'arrêtent pas à des diplômes ou à des Ben, c'est ça. CV. Et vous Mm. faites, alors j'ai vu aussi que vous faites pas mal même des salons du livre, mais c'est un peu particulier. Comment ça se passe un peu les promotions? Là, le premier salon que je vais faire démarrera le 3 et le 4 juin. C'est sur le premier week-end de juin. Donc ben là, en fait, tout simplement, parce que l'organisateur, c'était son premier salon du livre, il cherchait des auteurs, et moi, je suis hors Mais, région, mais c'est et c'est sur un salon du Aquitaine livre en où plus, mais spécialisé sur l'histoire, en fait. non, 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 c'est Ah ouais, général. Et ah, ok. justement, l'organisateur apprécie Aliénor d'Aquitaine qui m'a proposé d'y participer, quoi. Et, D'accord. ça aussi, ça dépend vraiment des goûts des organisateurs. Certains vont prendre, d'autres non. Donc c'est pas toujours évident à trouver quand on est en histoire. Ah ouais, c'est dommage. Là, des fois, ça tient pas à grand-chose, comme là, par rapport au goût personnel de l'organisateur. Mais c'est bien du moment que vous avez de temps en temps quelques salons, ça c'est déjà bien. Vous Oui, puis faites des après, conférences, bah, je vois que vous êtes très ouais. actifs sur les réseaux. Bah, sur le temps libre que je peux avoir, c'est quand on travaille, j'ai mon emploi de direction d'archives municipales et à côté de ça, bah, je fais ma recherche en histoire, les salons du livre, les conférences, donc je peux pas non plus passer tout mon temps. Faut que je partage entre les deux, quoi. Et pour finir, je vais vous demander où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes un peu. Oui, sur LinkedIn, sur Facebook, pour avec mon nom de famille, mon prénom, mon nom de famille, tout simplement. Après, j'ai aussi créé une adresse mail exprès pour pouvoir me suivre ou me contacter pour ceux qui veulent en dehors des réseaux. Je peux vous la donner si vous voulez. Oui, je veux bien. Alors, En c'est dehors des réseaux, peut-être vous préférez me la donner en privé. ah ben là, c'est une adresse que j'ai fait exprès pour le public, Ah pour ben allez-y, allez-y, oui. les conférences ou autre. Donc, c'est vraiment fait pour. Donc, c'est anaïs.lancelot17@gmail.com, tout simplement. Très bien. Ben, vous êtes très adorable. J'ai vraiment Ouais, apprécié de merci. parler avec vous. Ouais, moi aussi. C'est une très J'en suis belle ravie. discussion et je, j'espère vous aussi vous avez aimé. Alors Ah voilà, oui, 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 bien j'ai sûr. j'ai voilà, ben, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, j'espère que vous aussi vous avez aimé et qui fait cette chaîne aide beaucoup la culture, fait beaucoup pour la culture. Et voilà, vous voyez, c'est divers. Je parle de cinéma, on parle de parcours historique qui se déroule. J'ai fait des reportages dans les salons du livre, un jour un reportage sur l'opéra aussi, il y a quelque temps. J'interviewe beaucoup d'auteurs de romans, mais je fais aussi autre chose. Là, je viens une auteure qui fait quelque chose de vraiment très original, une férue d'histoire. Moi-même, je lis des fables de La Fontaine. J'ai fait des vidéos sur l'histoire où je parlais un peu des rapports au Moyen Âge, des rapports de caste un peu au Moyen Âge, des communautés, des métiers, etc. Donc, il y a beaucoup de choses et d'autres choses d'ailleurs sur les empires à travers
tenir le temps. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos historiques et tout. Il y a vraiment eu plein de choses. Donc, j'espère que ça ira. Encore une vidéo originale avec une auteure différente de celle que je reçois habituellement. Mais j'aurais vraiment besoin d'un peu d'aide et que vous soyez. Alors, abonnez-vous, faites connaître la chaîne, faites un petit like et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.